Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Centre Val-de-Loire. Vous le savez, depuis hier, c'est la rentrée de 9h50 le matin avec toute l'équipe qui est pleine de bonne humeur et de bonnes idées. Une équipe qui s'est étoffée, notamment avec Émilie, que nous allons retrouver les mardis et jeudis dès à présent. Bonjour Émilie, comment ça va? Merci d'être avec nous et de rejoindre cette fabuleuse équipe de 9h50 le matin où avec vous, régulièrement, nous allons découvrir les tendances dans tous les domaines. Et comme c'est la rentrée des classes, nous allons découvrir les tendances de cette rentrée 2017-2018 avec plein d'innovations. Plein d'innovations en termes de fourniture, cartable. Et je vous ai ramené notamment cette nouveauté, le cahier. Oui, c'est très innovant le cahier. Non mais sans blague, celui-ci, vous allez voir, il est étonnant, il est vraiment nouveau. Il est en papier en tout cas. Non mais vous allez comprendre pourquoi. Rien de neuf pour le moment, on verra. On ira faire un tour également du côté de Main-sur-Loire, au jardin de Roquelin avec vous, Stéphane. Un jardin qui rassemble plus de 500 variétés de roses. C'est assez impressionnant et surtout ça sent très bon. On aura l'occasion de partager tout cela un peu plus tard puisque les roses sont encore présentes là à la fin de l'été, au début de l'automne. Et vous allez nous donner quelques conseils d'ailleurs pour les entretenir, ces rosiers. Comme les jardins, il nous offre des instants magiques. Grâce à son talent de prestidigitateur, Charlie, champion de France de magie 2016, remettra son titre en jeu à la fin de l'année. Il sera donc avec nous dans quelques instants pour évoquer son parcours. Avant cela, il est temps de rejoindre Héloïse qui, ce matin, est en direct du Loir-et-Cher pour la 5e biennale de Sologne. Vous êtes précisément à Chaumont-sur-Tharonne, Héloïse. Et oui, Jérémy, regardez ce petit village comme il est beau. Je vous ai choisi une maison typique de la Sologne. Ici, on est en plein cœur, en plein centre-bourg de Chaumont-sur-Tharonne. Et c'est là que vit une partie du cœur de la biennale, parce que cette biennale, c'est un événement culturel qui va se prolonger jusqu'au 17 septembre. C'est un événement à plusieurs têtes, j'ai envie de dire, parce qu'il va se passer des choses ici, à quelques centaines de mètres d'ici aussi, au château de la Motte, on ira évidemment. Et puis, un petit peu partout dans plein de villages de Sologne, il y a énormément de choses à revoir, de l'art contemporain, avec beaucoup de sculptures monumentales. Bref, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de gens fabuleux à vous faire rencontrer. Et bien sûr, vous l'avez peut-être dit, mais c'est un événement qui se veut grand public. Alors, art contemporain, grand public, on a un petit peu du mal à se dire que c'est possible, mais vous allez voir que si. Mais oui, c'est grand public puisqu'on voit derrière vous un sculpteur sur bois. Donc c'est une activité quand même accessible. Exactement. Et vous allez voir, ici, on peut découvrir l'art avec les yeux, mais aussi avec les oreilles surtout. On entend et puis ça. avec son nez, parce que ça sent le bois comme pas possible. On entend ça, on va découvrir ça dans quelques instants. Vos petites oreilles. Oui, merci Héloïse. Avant cela, justement, on vient de parler de bois et avec du bois, on fait du papier pour la rentrée des classes. Et c'est ce que l'on va évoquer avec vous, Émilie, puisque ce sont les tendances de cette rentrée 2017. Alors des tendances plutôt étonnantes en matière de cartable notamment. Oui, alors tout ça, finalement, ça rassemble tout ce dont les enfants ont besoin. Parce qu'après tout, se sentir bien à l'école, bien avoir du matériel qui nous plaît, ça participe aussi à ça. Vous-même, Jérémy, je ne sais pas, à l'école, vous teniez de l'importance aux fournitures, vous oui, avez un évidemment. Cartable. J'aimais bien avoir une petite trousse Oui. très élégante en cuir, vous voyez, parce Très que c'est bien. résistant, pérenne, et ça évitait aux parents d'en racheter une nouvelle chaque année. Très bien, la petite trousse en cuir. Alors moi, je vous ai ramené le cartable qui a fait craquer tous les enfants cette année. Vous avez des enfants, Stéphane? Oui, 3 enfants, mais qui sont au lycée maintenant. Ah, Bon, eh bien, mais ils ont comme, toujours un cartable, enfin un sac à dos. En quelque Voilà, sorte, un sac à dos. Qui vous ont demandé des choses particulières cette année? Pas encore, mais encore. c'était la rentrée aujourd'hui. Donc... Bon, justement, vous verrez en fait. Alors notre amie Émilie, la ce qu'il faut. tendance cette année, pas pour Parce vos qu'il grands. faut. Hein. Ouais, Pour les je pense petits, c'est pas. pour les 8. Pour Jérémy, je pense peut-être. que- Enfin, si on veut se faire remarquer au lycée, pourquoi pas, hein, ça ne passera pas inaperçu. Je pense pas que... La grande tendance, en tout cas cette année, c'était le cartable à LED. Entendez LED, diode électroluminescente. Oui. Ça donne, quand on touche le sac, ça donne ça. Waouh, c'est disco en fait. hein, C'est ça. disco. Oui, c'est ça, c'est la mode disco qui Donc revient ça, à c'est la quand mode. on tape dans le dos de son camarade en fait. Peut-être. On a le peut-être. sac qui s'allume. Alors ça pourrait avoir une vertu sécurité, mais non, c'est plus gadget quand même. Hein. Bon, Faut pas se c'est leurrer. bling bling. Vous avez la version fille, vous voulez la voir? Oui, parce que ça, effectivement, on a bien compris que c'était pour les garçons, parce qu'il y a une voiture. En version fille maternelle, Les je précise. clichés ont la vie dure. Hein. Je précise. Oui, alors celui-ci aussi. Voilà, vous avez la version fille. Petit sac de Je trouve que maternelle. vous prenez un malin plaisir quand même à taper sur ce sac pour faire Celui-ci apparaître en particulier, la lumière. vous avez la version remarqué, aussi. Stéphane. Hein. Oui. Alors en tout cas, c'est cartable, c'est une dizaine d'euros pour les cartables de maternelle comme ça. Puis Ouais. le précédent que j'avais montré avec la voiture compterait entre 20 et 40 euros.
Voilà, à peu près pour les cartables. Cela étant, si vous voulez être à la mode en matière de cartables sans dépenser aucun sou, vous avez aussi une possibilité, il y a les cartables do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même. Alors là, il vous suffit de coller, je sais pas, un autocollant, un écusson. En fait, on prend un cartable que l'on avait déjà et on customise. Vous faites un atelier, voilà, un atelier bricolage avec vos enfants, vous y mettez un petit peu de vous, un petit peu de lui, un petit peu de porte-bonheur, pourquoi pas, hein. Et puis ça devient un cartable unique pour vous et très à la mode. Voilà, pourquoi pas greffer une rose fraîche le matin pour séduire l'une de ses camarades en classe. Alors, je vous parlais tout à l'heure du cahier. Oui. C'est une grande nouveauté cette année. Je vois que vous l'attendez avec impatience. J'y tiens à ce cahier. Là, Non, en fait, celui-ci, c'est un cahier connecté. Il n'est pas vraiment une nouveauté de l'année, ça fait déjà 2 ans qu'il existe, mais il est assez peu connu pour qu'il mérite. Et puis le numérique se développe. Donc c'est surtout que cette année, il a fait un gros carton dans des boutiques. Hein, donc on ne le trouve pas encore partout, hein, c'est réservé un peu aux papeteries. Forcément, demain, il va faire un tabac. Pourquoi? Alors, quand on l'ouvre, vous allez comprendre, à l'intérieur de ce cahier, vous avez des marques aux 4 coins de chaque page. Oui. D'ailleurs, vous avez la même chose qui existe sur des copies doubles ou des feuilles. Ce ne sont pas les armoiries familiales en fait que l'on a sur cette. C'est le cahier du roi. Bon, Jérémy, c'est votre cahier. Nous sommes en Val-de-Loire. Non, ces 4 coins, aux 4 coins des pages permettent de flasher le cours avec une tablette ou un smartphone à l'aide de l'application qui est ici, que vous allez télécharger gratuitement. Extraordinaire quand même. Moralité, plus besoin de sortir 4 ou 5 sacs du cartable pour réviser. Tout est sur tablette. Et quand un camarade est malade, hop, en un clic, on peut lui envoyer le cours. Dommage, on ne pourra pas aller à l'école. Voilà, on ne peut plus se balader pour aller voir le camarade et échanger avec lui. Non. Du côté des fournitures, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des stylos, alors qui ne sont pas non plus une nouveauté, mais de plus en plus prisés par les familles. C'était très utilisé par les écoles depuis un certain nombre d'années. C'est le stylo ergonomique qui aide les tout-petits à démarrer dans l'écriture. Regardez pourquoi, vous allez comprendre. Mon stylo, là, il a une petite barrette en plastique, vous voyez, et qui permet de bien séparer l'index et le pouce pour placer correctement sa main et tenir correctement son... Vous aviez utilisé ça, vous, quand vous étiez plus jeune, Émilie? Je ne dis pas que vous êtes vieille, hein, mais quand vous étiez un peu non, plus mais jeune. là, en l'occurrence, du coup, en l'occurrence, ça n'existait pas. Merci, Jérémy. Vous avez la version du stylo ergonomique pour gaucher. Oui. Et le voici, le voilà. Je ne dis pas que vous êtes gauche non plus. Hein. Voilà. Ce stylo, alors voilà, je le mets comme ça volontairement juste pour qu'on voit qu'il est légèrement biseauté, ce stylo. Il a une forme bizarre. Alors pourquoi il a une forme bizarre? C'est justement pour que les gauchers puissent, voilà, le tenir correctement. Parce là, que vous son tenez avec la main gauche, hein, c'est ça, d'accord. Oui, mais vous n'êtes pas gauchère. Non. Ok, super, c'est bien. Donc il se vend, à savoir que toutes les fournitures se déclinent de plus en plus pour les gauchers, en règle, taille crayon. Parce qu'on n'y pense pas, mais les tailles crayons, quand on tourne dans un sens droitier. Oui, c'est comme les ciseaux. Si on inverse, on est obligé de faire ça. C'est pareil pour les ciseaux notamment. Et ça se vend de plus en plus. On va poursuivre aussi avec une révolution quand même, toujours autour des cahiers. Toujours autour des cahiers et des couvertures, parce que c'est l'une des corvées de la rentrée pour les parents et elle va arriver d'ici peu. Il va falloir couvrir des piles de livres et de cahiers. C'est Stéphane, ça. Là, je crois que Stéphane déjà fait. Voilà. Tous les ans. Tous les ans. Bah, regardez, Émilie a une solution. Il y a une solution pour que vous passiez un bon week-end, tranquille, zen. Parce que regardez, les papeteries le font pour vous. Alors, il y en a dans toute la région centre, toutes les grandes enseignes de papeterie proposent ça maintenant. Pourquoi c'est rapide? Parce qu'ils le font avec une machine, comme vous le voyez là, sur les images. Et alors, du coup, vous obtenez, je vous l'ai ramené en plateau, cet agenda, vous voyez, qu'on voit à l'image. Vous obtenez une couverture solide qui va tenir dans le temps et propre. Voilà. Et qui couvre en fait la 2e et 3e de couverture. C'est-à-dire que l'intérieur en fait, des couvertures est protégé également. L'intérieur également, oui. Donc ça donne une rigidité, une solidité plus importante. Voilà, ça donne une solidité. Alors, je ne vous dis pas que c'est gratuit, effectivement, ça a un coût. Ça va être 0,99 par livre, donc presque 1 €, on va dire, pour les formats ordinaires. Il n'y a qu'un format... Le grand format qui est un petit peu plus cher à 2,50 €, mais regardez, c'est ce format-là. C'est quand même plus rare, ça. Très bien. On va poursuivre très rapidement avec une autre corvée pour les parents, puisque souvent, voilà, il y a toute une liste en fait, de choses à faire au moment de la rentrée, et pas seulement acheter les fournitures. La liste de rentrée, ça y est, elle va tomber cette semaine. Les écoles, les collèges, tout le monde va la distribuer. Alors, si vous voulez échapper à la cohue dans les magasins et aux larmes des tout-petits qui réclament tel et tel modèle, eh bien, les mêmes papeteries proposent ce service de vous préparer la liste de rentrée. Et cette fois, bonne nouvelle, c'est gratuit. Bon, super. Et après la liste de fournitures, il y a une autre corvée à la maison, ce sont les
devoirs. Vous avez des souvenirs aussi, Stéphane, avec les enfants qu'il faut accompagner. C'est pas toujours évident d'ailleurs, Émilie. Non, c'est pas. Justement, les devoirs à la maison, c'était comment vous, Jérémy? Moi, je les faisais tout seul, en fait, comme un grand garçon. Je rentrais, je me posais sur mon bureau, je travaillais tout de suite. Pour profiter ensuite de ma soirée. C'est super ça, maintenant, c'est le chef. Il faut avoir que des enfants comme ça. Alors, allons-y. Alors, si vous étiez comme moi, vous n'aimiez pas faire vos devoirs du tout à la maison, Oui, il fallait quelqu'un un petit peu pour vous pousser derrière, et que les parents sont fatigués en rentrant du travail, on les comprend, ils n'ont pas forcément la patience de se coller à ça, et pourtant les devoirs à la maison, c'est important. Il existe plein d'astuces en région Centre, notamment, je vous ai retenu une application que le Loiret a créée en 2013, qui permet aux jeunes, alors c'est fait pour les 10-15 ans, mais les 8-10 ans trouveront leur bonheur aussi. Pour les 10-15 ans, ils trouveront des applications, alors des exercices corrigés, des schémas virtuels. Très bien. On va la télécharger, on va regarder toutes les fonctionnalités qui sont proposées par cette application. Merci beaucoup, Émilie. Il est temps de rejoindre Héloïse qui ce matin est dans le Loir-et-Cher pour la Biennale de Sologne. C'est la 5e édition qui va commencer. Héloïse, vous êtes donc précisément dans le village de Chaumont-sur-Tharonne, un très beau village. C'est champêtre autour de vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est champêtre, mais c'est un petit peu bruyant. Et la raison, c'est parce qu'il y a 5 artistes. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, il y a 5 artistes qui sont en train de créer, en fait, sous les yeux du public, jusqu'au 17 septembre, des sculptures monumentales en bois. Il y a évidemment Louis qui est en train d'en façonner une. Regardez, c'est juste derrière. Il a coupé sa tronçonneuse juste le temps de nous parler un petit peu, Louis. Comment ça avance déjà? Vous avez commencé quand? Mais là, ça traîne un peu puisque je me suis arrêté. Là, c'est terrible. Voilà. Bon. Faudra faire des heures sup ce soir, c'est pas grave. Voilà, non, mais je pense que j'ai largement le temps. D'accord. Normalement, on verra ça la semaine prochaine. D'accord. Parce que parfois, on croit que ça va vite et puis c'est pas une science exacte. Hein. 10-15 jours pour façonner. 2 semaines. 2 semaines, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Généralement, c'est le temps que vous utilisez, vous, chez vous, quand vous devez façonner aussi du bois, sculpter dans le bois? C'est pas pareil, parce qu'ici, on est aussi là pour répondre à des questions, comme vous, par exemple, ou les gens qui passent, parce que ça fait partie de... C'est une sorte d'animation. Hein. Évidemment, en atelier, on a aussi des conditions plus confortables. Là, on est super bien accueillis, on a des super conditions, mais dans l'atelier, on a des moyens de levage, des choses comme ça. D'accord. Hein, donc, c'est pas pareil. Ici, c'est un peu... comment dire, vous êtes venu avec votre propre matériel, en fait? L'outillage, oui. Mais après, on nous a installé une jolie un tente pour chapiteau en cas travailler. de pluie, voilà. Et justement, en termes d'outils, bon, on a la tronçonneuse qui est là, évidemment. C'est la vedette. Et c'est tout ce que vous avez? Non, j'ai ma caisse à outils roulante qui est là. Qui est juste là, garée à côté. L'œuvre que vous allez faire, ça va ressembler à ça, c'est ça, ça s'appelle Fausse Route. Ça s'appelle Fausse Route, et donc ça va se ressembler à ces deux choses-là. Ça sera encore une 3e version. En fait, ce ne sera pas la copie de ça, ni l'agrandissement de ça, ce sera encore une autre chose. Ok, vous allez procéder de quelle manière? On est vide en fait, on fait comment? La sculpture, c'est étymologiquement, ça veut dire enlever de la matière de. D'accord. Donc là, c'est ce que je fais. En fait, j'essaie surtout de sortir la forme qui est cachée dans le bois. C'est ça, voilà. De la révéler. C'est ça. Ok. Et d'ailleurs, c'est assez juste dans la mesure où, effectivement, j'ai une idée, une maquette, mais je compose avec la forme du bois. D'accord. C'est pour ça aussi que j'y vais pas non plus simplement comme un bloc d'une matière inerte. Je fais connaissance et j'utilise pas toujours la tronçonneuse pour essayer de vraiment comprendre la pièce de bois. D'accord. Comprendre quoi? Dans quel sens sont les veines du bois? C'est ça? Où est-ce qu'il y a des petits nœuds, je crois aussi? Des fois, il y a des nœuds? C'est pas tellement des problèmes vraiment techniques, c'est vraiment de le sentir. On sent que ça sent très bon déjà. Oui, ça sent extrêmement bon. Et puis, parce que chaque tronc n'est pas juste un cylindre parfait. Chaque morceau de bois, même une branche, a son caractère. Et ça, il faut... moi, je joue avec. Alors, on peut le considérer juste comme un bloc de matière et puis appliquer une chose dedans, mais moi, je considère ça comme une rencontre avec un matériau. Chaque sculpture est une rencontre. D'accord. Et au dehors du matériau, c'est une rencontre avec un lieu aussi ici. Effectivement. Et un territoire, des gens. Eh ben, on va revenir vous voir, Louis. On va surtout vous laisser travailler un petit peu. C'est du pain Douglas. C'est du pain, non. C'est du pain.
C'est du pain tout court. Alors Ok. c'est peut-être, je pense, c'est du pain local. Donc c'est du Pinus solonius à mon avis. Pinus solonius, c'est ça. On va aller faire un petit tour dans un jardin pas très loin d'ici, et puis on revient ensuite ici, Jérémy. Bon, c'est bien, Héloïse, au moins vous savez tout sur les variétés de pain. Nous, on va tout savoir à présent sur les variétés de roses, puisqu'à Main-sur-Loire, il y a un très beau jardin à découvrir, le jardin de Roclin. Avec vous, Stéphane, vous êtes le créateur, propriétaire et jardinier, quasiment l'unique jardinier en fait de ce jardin. C'est le paradis des roses anciennes. Pourquoi vous avez fait le choix en fait de la rose ? En fait, j'ai travaillé chez André-Ève une dizaine d'années à Pithiviers, qui est spécialiste en roses anciennes. Oui. Et il m'a transmis sa passion des roses. Et ayant acheté avec mon épouse la ferme de Roclin comme habitation, il y avait un petit peu de terrain, il y avait 6 hectares. Et voyant que la terre était vraiment très bonne, ça m'a donné envie de planter et de créer un jardin, un grand jardin. Alors un jardin en plus à l'anglaise, hein. Vous avez fait le choix alors on va rappeler quand même ce qu'est un jardin à l'anglaise, un jardin à la française. À l'anglaise, on va dire c'est un peu plus sauvage, ça se rapproche plus de la nature en fait, c'est ça. Voilà, Parce que la nature nous offre au naturel. Voilà, ça allait mieux avec le style d'une ferme. À la française, un jardin à la française se prête mieux près d'un château. Mais c'est vrai que près de la ferme de Roclin, un jardin à l'anglaise s'y prêtait beaucoup mieux. Et en plus, c'est mon choix, hein. Je préfère le style à l'anglaise qu'à la française. C'est quoi la différence entre les deux, du coup? Alors, un jardin à la française, tout est droit, rectiligne. Et un jardin à l'anglaise, vous avez beaucoup de courbes, de mélanges de plantes. Souvent avec rien n'est de droit. l'artopière, du buis, etc. En fait, hein. C'est vrai que c'est ce que l'on retrouve dans le jardin à la française. Voilà, oui. Pourquoi vous avez, est-ce que vous savez finalement d'où vient la rose? Parce que voilà, on se dit qu'il y a plein de roses en France, on voit les rosiers, etc. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette fleur? Alors la rose, c'est très ancien, hein. Avant, les Égyptiens déjà avaient des roses. Et les Romains ont commencé à cultiver les roses. Alors ce sont des variétés anciennes que vous avez, je l'évoquais tout à l'heure, vous me parlez du temps justement, et notamment des Romains. Pourquoi on les qualifie en fait vraiment d'anciennes? Parce qu'elles remontent à plusieurs centaines, voire milliers d'années. Voilà, oui. Donc c'est pas très précis pour la date de transition entre les roses anciennes et les roses modernes. Mais on dit à peu près vers 1930. À partir de 1930, c'est plutôt du rosier moderne, et avant 1930, la rose ancienne. Mais comment on distingue les deux? Parce que c'est vrai que c'est par rapport à la date de création, en fait, hein. Ah, c'est la date de création en fait du rosier et de la rose en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, finalement, lorsqu'on voit une rose comme ça, connaître son histoire pour savoir si c'est une rose ancienne ou une rose moderne. Voilà, il faut connaître son histoire. Car, il y a certains rosiéristes anglais, par exemple, comme David Austin, qui a créé des roses style ancienne, mais comme elles ont été créées récemment, on les considère comme modernes. Alors, puisque vous parlez justement des Anglais, toutes les roses portent des noms qui viennent des 4 coins de la planète, en général, qui évoquent tout un imaginaire, des souvenirs, etc. Savez-vous à chaque fois comment ces noms étaient transmis? On ne sait pas toujours, hein, pourquoi tel nom a été donné à telle rose, mais souvent, beaucoup ont donné le nom de leur rose à par exemple, à leur jardinier, ou à leur épouse, femme, ou voilà, leur compagne, ou d'accord. Voilà, ou à une personne illustre. Est-ce qu'il existe une rose Émilie? Émilie, non. Non, pas rien, mais c'est possible. Il existe il va falloir la créer. des milliers de roses. Et vous, dans votre jardin, vous avez créé justement un rosier qui porterait le nom de quelqu'un de votre famille ou... Alors, j'ai des roses en attente. Je ne les ai pas créées directement. Ce sont les abeilles qui les ont créées. En fait, en transportant le pollen sur d'autres roses, les abeilles créent des nouvelles variétés. Les fruits de rosier tombent par terre et se ressèment. Et ça crée des nouvelles variétés. Et donc ça, c'est la nature qui fait le travail. Mais est-ce que vous pouvez intervenir aussi? Est-ce que l'homme peut créer en fait ses propres variétés? Vous l'avez fait? Moi, non, je l'ai pas fait directement. Après, il y a des grandes maisons comme Meilland, Delbar, qui font ça par milliers tous les ans pour créer des nouvelles variétés. Et des parfums. Oui. Après, ils sélectionnent. Sur, je ne sais pas, 10 000 plants, rosiers vont en sélectionner 4 ou 5. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est presque la fin de l'été. Malheureusement, dans quelques semaines maintenant, il faut prendre soin des rosiers avant l'entrée dans l'hiver. Quel est l'entretien plutôt qu'il faut apporter là en plein mois de septembre? À cette époque-ci, on taille encore les fleurs fanées de façon à avoir une nouvelle remontée qui peut, si le temps le permet. Si on n'a pas de gelée, par exemple, jusqu'à octobre, début novembre. Voilà, octobre, début novembre. On peut encore avoir de nouveau des roses en fait, si on les taille. Oui. Comment on taille en fait une rose? Parce que là, vous avez apporté en fait quelques roses ici. Si
on veut l'accueillir, par exemple, et la mettre dans un beau vase comme vous l'avez fait là, on coupe pas ça n'importe comment. On coupe aussi, on prend une bonne tige, si l'on peut, parce que les roses anciennes ont souvent des tiges courtes. Oui. Et non. Mais avec un sécateur, on coupe de biais, non? Enfin, comment on coupe? De biais, oui, puis à l'endroit où vous coupez, c'est là où va repartir le rosier. Donc si vous coupez très bas, ça va repartir du bas. Oui. Et si vous coupez trop haut, ça va repartir plus haut. Et le risque, c'est que ça s'écroule. Donc l'intérêt, en fait, c'est parfois de bien tailler en fait le rosier pour qu'il reprenne, on va dire, de la force en fait à partir du bas et devenir de nouveau, en fait, on va dire un peu touffu avec toutes les feuilles, au lieu d'avoir un bois très haut et des roses en hauteur, en fait, c'est ça. Donc il y a 2 tailles principales. Enfin, la grosse taille, c'est l'hiver, où on rabat quasiment de moitié, voire un tiers, les rosiers. Et ensuite, la taille après la première floraison, où on reforme le rosier pour lui redonner une forme. Et tout cela, on peut le voir encore en ce moment, puisque vous êtes ouvert jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre, hein, voilà. Jusqu'aux vacances d'octobre. Non, jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au 8 octobre. Alors faites vite, il vous reste un petit mois pour découvrir ce jardin de Roclin. C'est donc à Main-sur-Loire. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. On va rejoindre Héloïse qui est dans le Loir-et-Cher, à Chaumont-sur-Tharonne, puisqu'on découvre depuis le début de 9h50 le matin. Je rappelle que c'est la rentrée, hein, évidemment, sur France 3, Centre-Val de Loire depuis hier. On découvre avec Héloïse la 5e biennale de Sologne, biennale d'art contemporain. L'art contemporain, ça effraie toujours, mais Héloïse nous prouve le contraire depuis tout à l'heure. Regardez. Ça y est, Jérémy, on a rejoint le jardin de sculpture et petit privilège du jour, on va commencer à l'arpenter en véhicule électrique. Alors tout ça pour vous dire que on peut venir se balader ici à pied, mais pour les personnes à mobilité réduite, eh bien, elles ont la possibilité de venir découvrir toutes ces œuvres monumentales dans cette petite voiturette. Avec moi, Stanley, c'est vous qui avez choisi un petit peu toutes ces œuvres qu'il y a ici. Il y en a plus de 120, je crois, hein, c'est ça? Oui, absolument. Il y a 47 artistes qui exposent donc leurs œuvres monumentales. Et nous avions eu plus de 140 candidats et donc nous avons choisi 47 artistes sur les 140 candidats. Qu'est-ce qui vous a décidé enfin, comment vous avez fait votre choix? D'abord la réponse au thème qui est quand les doutes deviennent formes. Et d'ailleurs cette pièce-là qu'on voit de Michel Schmitt, on va la voir, qui s'appelle Le Doute. Et donc la réponse et puis le travail des artistes, on voulait absolument que les pièces répondent à ces thèmes avec la forme, la couleur, les matériaux, de telle façon à ce que les visiteurs ne puissent pas être trop effrayés par la sculpture monumentale. Le but, c'est quand même d'en faire un événement grand public, faire en sorte que les gens viennent découvrir l'art contemporain. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Sologne, donc en région centre. Le thème également s'adresse aux habitants. Ils peuvent douter de leur capacité à évaluer une œuvre et en se promenant ici, ils s'aperçoivent que c'est assez facile à appréhender. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Stanley, je vais aller rejoindre Michel Schmitt. Il nous attend juste ici à côté de son œuvre. Bonjour Michel. Bonjour. Alors on est face à un gros doute de ce que j'ai compris. C'est le nom de votre œuvre d'art, c'est ça? Le nom complet, c'est un gros doute transpercé par une certitude. Superbe. Fait pour l'occasion ou il est un petit peu plus Non, c'est le nom d'origine. D'accord. Alors c'est sculpture en métal. Vous, c'est le métal? Oui, enfin l'acier. L'acier. Vous avez travaillé ça comment? Je vois qu'il y a des jointures là qui apparaissent. Au départ, les morceaux sont découpés. D'accord. Après formés. À froid quand les formes sont simples ou à chaud quand elles sont un peu plus complexes. Et puis ensuite, c'est assemblé et soudé. D'accord. Le doute, c'est un thème qui vous va bien? C'est un thème que j'affectionne, ouais. Bon, déjà parce que je doute personnellement beaucoup. Comme tout artiste, non? Un artiste, il doute tout le temps, non? Oui. Mais en plus, je trouve que ces pièces du doute sont nées d'un croquis que j'avais fait, qui ressemblait, qui avait la tête de la prochaine pièce qu'on va voir. Et je trouvais c'était un dessin qui donnait une impression de sagesse. Et comme je trouve que le doute est une forme de sagesse, vous êtes dit j'ai décliné le thème. D'accord. Alors justement, on va aller voir la deuxième œuvre que vous avez exposée. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a des plus petites un peu ailleurs. Il y en a des petites là dans le Barnum, oui. D'accord. Qui elles sont pas sur le thème du doute, c'est des libérations. D'accord. Un personnage qui se libère de la tôle dont il est issu. D'accord.
Toujours la tôle, vous travaillez toujours la tôle. Oui. Pourquoi? Vous savez? Non, je sais pas. Vous n'avez pas des réponses à tout. Il doit y avoir un atavisme, parce que mon nom de famille, c'est le forgeron en allemand, quoi. Ah oui, donc ça doit forcément venir de là. Ça aussi, c'est une autre interprétation du doute. Voilà. Pourquoi? Pourquoi cette interprétation-là? Bon, c'était l'idée d'avoir justement d'une pièce qui se redresse lorsqu'on essaye de la coucher ou de la terrasser, quoi. Comme on terrasse le doute. Ça veut dire qu'elle est mobile, c'est ça? Elle est mobile, oui. Je peux y aller? Je la pousse? Allez-y. J'ai le droit? Ouais. C'est chouette ça, qu'on puisse quand même toucher une œuvre sans aucun problème. Ah oui, elle tourne même. Bah oui. D'accord. Bon bah super. Et alors ça? Pareil, c'est Non. vous qui avez imaginé la... Oui, bon, on peut faire plus fort. Hein. On peut faire plus fort. Et généralement, vous en créez beaucoup des œuvres qui bougent comme ça? Oh, pas très souvent, non, parce que c'est vrai que ça... Bon, ça va, parce que elle bouge. Il n'y a pas de mécanisme, disons. D'accord. Mais j'ai fait des pièces qui avaient des aspects mécaniques. Et c'est pas facile, quoi. D'accord. Parce que j'ai vendu une pièce à des clients, la pièce tournait bien. Elle devait tourner avec le vent, mais après elle faisait du bruit. Alors il a fallu changer le mécanisme pour qu'il fasse moins de bruit. Après elle tournait plus assez. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, ici, elle bouge bien, les gens vont pouvoir s'amuser avec. Ouais. Un dernier mot sur votre présence ici à la Biennale de Sologne. Ça représente quoi pour vous? Ça représente, moi ça me plaisait de participer à un événement de cette envergure. Le fait qu'on soit en milieu rural, loin des grandes villes. Oui, moi je vis aussi en milieu rural, donc voilà. ça me dérange pas trop. Ça marche. Et vous attendez quoi justement de cet événement-là? Rencontrer les gens, un peu le public? Voilà, rencontrer les gens, oui, le public, les artistes. Vous allez questionner un petit peu les artistes qui sont autour, voir comment ils travaillent? Ça, c'est déjà fait pendant le vernissage, surtout. C'est vrai que là, il n'y en a plus tellement, quoi. D'accord. Bon, ça va revenir, regardez, il fait beau. Ouais. Merci beaucoup Michel de nous avoir accueillis à côté de vos œuvres. Il y en a plein d'autres à voir évidemment, mais nous on va retourner du côté de la place du village. Merci Héloïse, on va se retrouver dans une poignée de secondes. D'ailleurs, ce que l'on voyait là, cette œuvre, le culbuto, nous a rappelé bien des souvenirs en plateau avec Émilie, parce que ça existe aussi en version enfant, en fait, ce jeu, vous vous souvenez? Oui, les jouets d'ailleurs anciens vont revenir très à la mode. Oui, ça fera peut-être partie des tendances des prochaines émissions. Peut-être pas en métal, c'est peut-être un petit peu dangereux pour les enfants. Mais... C'est sûr. Est-ce que tous les deux, quand vous vous baladez dans la nature, vous écoutez le chant des oiseaux? Oui. Oui, bien sûr, oui. Vous savez reconnaître, par exemple, le nom de telle ou telle espèce en fait, qui chante? Certains, mais trop peu. Eh bien, saviez-vous justement que celui qui enregistre le son de ces volatiles est un audio-naturaliste, c'est un vrai métier. On en a rencontré un justement à Amboise. On a assisté à son travail. Il s'agit de Boris. Alors on a un beau passage. Ça vient de là. Ça passe par là. Voilà, chevreuil. Tiens, il y a une belle trace là, une belle empreinte. Il a le don, Boris, pour dénicher des îlots de nature préservés. Quelques kilomètres au nord d'Amboise, au beau milieu de parcelles entièrement cultivées, il découvre un petit vallon resté à l'état sauvage. Le chasseur de sons s'en régale d'avance. Fauvette à tête noire, corneille, pinson, grimpero, pouilleau véloce. Là, on a une zone un petit peu magique que moi j'adore parce qu'on sent le sauvage là. C'est pas géré. Il y a ce vieil arbre qui est très gros, on voit des trous intéressants qui sont des loges pour les animaux, les oiseaux, les chauves-souris, énormément de bestioles. Là, on a même on voit, il en manque la moitié qui est tombée là au sol. Alors ça, c'est magnifique, un arbre qui meurt, qu'on laisse mourir au sol. Pour la nature, il n'y a pas mieux. Ça va nourrir des insectes, il y a des larves qui vont se développer. Enfin, c'est tout un écosystème qui se met en place, c'est génial. Boris n'a plus qu'à se faire discret, se fondre dans cette nature et la prise de son peut commencer. Selon les circonstances, il utilise toutes sortes de micros. Aujourd'hui, ce sera la parabole, idéale pour isoler les chants d'oiseaux. C'est notre seul zoom, nous, pour le son. C'est que je compare souvent ça à un zoom en photo ou en vidéo.
c'est comme le principe d'une parabole pour capter la télé, hein, les ondes se concentrent et vont toutes vers le micro. Donc c'est très directif, c'est-à-dire je vais viser, c'est pour ça que je cherche. Et là, une fois que je suis orienté vers l'oiseau qui chante, je vais vraiment l'isoler et pouvoir le faire ressortir. Et ça reste quand même stéréo. Donc c'est vraiment l'outil là, pour un audio-naturaliste qui est extraordinaire. L'endroit est prometteur, Boris y reviendra de jour comme de nuit. Avant de partir, il n'oublie pas d'installer des pièges vidéo qui enregistreront les passages d'animaux et lui indiqueront où se positionner pour ses futures prises de son. Retour au studio où Boris va enrichir son incroyable sonothèque du chant de la fauvette à tête noire qu'il vient de capter. Passionné de nature depuis son enfance, Boris a toujours su qu'il ne pourrait travailler qu'avec elle. Il vit de ses sons depuis 25 ans. J'ai contacté Jean-Claude Rocher, le pionnier en Europe des enregistrements de son nature, qui a commencé dans les années 60, voilà, en lui proposant mes services. Il a accepté tout de suite et voilà, j'ai passé de longs mois dans les Alpes chez lui à apprendre. Finalement, c'est lui qui m'a donné accès au matériel, au montage, à la prise de son. Et j'ai su tout de suite que c'est ce que j'allais faire. Voilà. Audio-naturaliste reconnu, Boris aujourd'hui ne manque ni de travail ni de projet. Il vient de consacrer 1 an à la sonorisation du long métrage La Vallée des Loups, puis à celle de l'exposition Ours au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Il collabore également avec des artistes. Une création sonore sur le thème de la Loire est en cours avec l'ensemble Jacques Moderne. Voilà, maintenant vous n'allez plus écouter le chant des oiseaux de la même manière lorsque vous baladerez en forêt. Et c'est votre cas aussi, parce que vous étiez assez surpris finalement de ces enregistrements. On va rejoindre Héloïse, puisque vous le savez, depuis tout à l'heure, nous découvrons la Biennale de Sologne, grande manifestation de sculpture monumentale contemporaine. Vous êtes à Chaumont-sur-Tharonne, dans le Loir-et-Cher, Héloïse, et derrière vous, il y a un très beau château d'ailleurs. C'est l'église du village, en fait. Nous sommes place Louis Blériot. On fait des petits sauts de puce, hein. Vous avez vu Jérémy entre le château de la Motte et le centre-bourg, parce que c'est espacé de quelques centaines de mètres. Ici, il se passe plein de choses, hein. On a plein d'artistes qui sont en train de sculpter sur bois, et c'est pour ça qu'on s'est mis ici. Regardez, il y a un peu toutes les chutes de bois en fait qui restent ici. Alors, Elisabeth, vous êtes la vice-présidente de l'association Sculpte en Sologne. Vous gérez cet événement. Ils ont un intérêt, elles ont un intérêt, ces chutes de bois en fait. Bien sûr, puisque nous allons avoir pas mal d'enfants qui vont venir, des enfants des écoles avec leurs institutrices. Et puisqu'on a la chance d'avoir un atelier en plein air, tous ces enfants vont aller sentir ces morceaux de bois qui sentent merveilleusement bon. Et qui sont superbes en plus. Voilà, c'est du séquoia, c'est très beau. Ouais. Ils vont tous repartir avec un morceau de bois chez eux. Et peut-être qu'ils vont commencer à sculpter chez eux aussi. Pourquoi on va peut-être créer des vocations. Exactement, c'est le but de la manœuvre. C'est vrai, c'est le but de la manœuvre. Mais ça génère beaucoup d'intérêt et puis un enthousiasme chez les enfants et puis chez les adultes aussi, parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec un morceau de bois, on va créer une œuvre et ça c'est magique. Des œuvres qui deviennent quoi alors finalement? Alors bon, là elles sont en devenir, hein. On est vraiment au début du processus de création, mais que deviennent ces œuvres après? Il y a un prix qui va être remis à la fin. Voilà, le prix Léonard qui est donc attribué à celui qui va gagner. Il va y avoir un vote avec un jury. D'accord. Et puis ces œuvres, on va celui qui va gagner, bien sûr, il a une récompense. Et on va garder ces œuvres, on va les garder 1 an, en principe. Oui, ça dépend, on va voir comment ça se passe. On a gardé les dernières œuvres, on les a gardées comme ça 1 an. Voilà. Donc les gens vont pouvoir continuer de venir les voir, éventuellement les acheter aussi. Oui, pourquoi pas. Parce qu'on l'a dit, il y a du grand public, mais il y a aussi des vrais amateurs d'art qui viennent ici. En fait, c'est là que les publics se mélangent en quelque sorte. Exactement, ils se rencontrent. On a un mélange d'artistes et puis d'amateurs d'art et collectionneurs aussi. De collectionneurs, de néophytes. Mais c'est une rencontre magique parce qu'on est dans un atelier vivant en plein air et ça sent vraiment très bon. Oui, avec le séquoia qui est travaillé actuellement. Ici, on a effectivement une œuvre qui avance un petit peu plus vite que les autres. Alors chacun son rythme, hein, finalement. Et puis les gens passent régulièrement et tout le monde vient voir. C'est un centre de ralliement, c'est un centre d'intérêt et c'est vraiment très vivant. Et puis ça
ça fédère vraiment les gens du village, les gens des alentours, et c'est quelque chose de très joyeux, de très communicatif. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est le cas. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est que finalement, c'est un moment assez rare auquel on assiste. Absolument. Parce que les artistes, d'habitude, ils sont enfermés dans leurs ateliers. Pour eux aussi, c'est un moment très particulier. Et évidemment, pour nous aussi, parce qu'on voit comment ces œuvres d'art prennent forme. Merci Héloïse. Dans quelques instants, on va vous retrouver à la fin de cette émission au Jardin des Sculptures qu'on a déjà découvert tout à l'heure. Mais avant cela, je rappelle que c'est la rentrée des classes sur France 3 Centre Val-de-Loire. C'est le grand retour 9h50 le matin avec de nouveaux visages et puis aussi des visages que vous connaissez, qui vous sont fidèles depuis le début de cette saison, en janvier 2017. Je rappelle que cette émission est là sur France 3 Centre Val-de-Loire et donc avec vous, Olivia, on a pris beaucoup de plaisir la saison précédente à découvrir vos sélections de livres. Ça va continuer cette année. Merci d'être de retour. Avec plaisir. Et comme c'est la rentrée des classes, ce sera une rentrée pour les enfants, mais pas n'importe laquelle, une rentrée en musique pour les mettre de bonne humeur. C'est ça. Alors c'est No Stress aujourd'hui, c'est la rentrée. Alors je suis sûre, Jérémy, que vous ne faisiez pas partie des enfants qui pleuraient. Non. Eh ben voilà, j'ai deviné. Des enfants qui aimaient l'école. J'en étais sûre, donc ce CD n'aurait pas été pour votre maman. D'accord, donc c'est un CD et un livre en fait pour empêcher les enfants de pleurer, c'est ça? C'est le deuxième effet, effectivement. Alors l'idée c'est que, donc je vous parle de Paquita. La maîtresse magique, oui. Qui est un livre CD. Donc le livre CD, c'est un album pour enfants avec des illustrations. Alors vous le faites beaucoup mieux qui est très beau. Et qui en plus va très bien avec les roses, c'est magnifique. C'est la même couverture. Donc un album pour enfants accompagné d'un CD, c'est ça? Accompagné d'un CD. D'accord. Donc on retrouve les textes des chansons avec les illustrations sur l'album. Bonjour les enfants, est-ce que ça va bien? Oui maîtresse, ça va bien, ça va vraiment bien. Vous voulez qu'on en écoute un petit peu? Oui, on écoute alors. Bah oui, Vous allez... On va écouter à l'école des doudous. À l'école des doudous. Ne t'inquiète pas, petit lutin. Ton doudou s'amuse déjà avec ses copains. Écoute. À l'école des doudous, un petit chiot fait le fou. Il veut compter jusqu'à un, comme un grand chien. À l'école des doudous, deux oursons bleus font les fous. Ils veulent compter jusqu'à deux, comme deux ours bleus. Voilà, et après ça continue. À l'école des doudous, trois beaux chatons font les fous. Ils veulent compter jusqu'à 3 comme 3 gros chats. Voilà. Alors, on va se qualifier de 3 gros chats sur ce plateau. C'est bien, ça me convient tout à fait. Alors, Paquita est maîtresse d'école et en plus, c'est une auteure jeunesse reconnue. Elle a écrit aussi pour les plus grands. Mais ce livre CD, il est vraiment pour les petits qui rentrent en maternelle. Parce que voilà, pour ne pas avoir peur, excusez-moi, c'est le stress de la rentrée. Pour ne pas être stressé, effectivement, ne pas être angoissé. Par exemple, elle décrit la journée d'école, le matin, la récréation, la cantine. Il est éducatif, parce qu'on apprend à compter, on apprend les jours de la semaine. On apprend le calendrier. Enfin, c'est vraiment. Je vous l'offre, Émilie, parce que je sais que vous étiez assez angoissée. C'est votre rentrée des classes aussi. C'est ça. Ça va peut-être vous aider. Donc c'est Paquita, la maîtresse magique aux éditions Nathan. Cette maîtresse, elle est un peu magique aussi. C'est un peu une fée aussi, donc forcément la rentrée, ça va être. Mais comme toutes les maîtresses. Voilà, une nouvelle édition pour ce Paquita, donc édition 2017. Et puis aussi, lorsqu'on rentre à la maison le soir, parfois il y a un petit peu de tension, évidemment, parce que chacun est épuisé de sa journée. Et puis on l'a entendu tout à l'heure, c'est un moment à la rentrée où il faut qu'on prépare plein de choses. Il y a tous les papiers, toutes les activités pour les enfants. Et donc vous avez aussi un remède pour ça. Ah ben oui, nous on a toujours des remèdes. C'est la relaxation en famille, à la maison. Alors je vous ai trouvé un CD parce que j'ai des collègues à la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle qui sont formidables et qui m'aident beaucoup. Dans le Loiret. Dans le Loiret, à préparer cette émission. Et voilà. Donc là, on ferme les yeux, c'est ça? On ferme les yeux. Elle a un nom prédestiné, l'auteur. Elle roucoule. Sylvie Roucoulès. Bien vu, Émilie. On a parlé de chant d'oiseau tout à l'heure. Elle roucoule et elle nous rend cool surtout, cette Sylvie. Donc voilà, pratiquer la relaxation en famille, c'est un CD qui présente des moments de musique, comme ce que vous venez d'entendre, avec des conseils de posture, des conseils de respiration, pour être bien. Et alors, c'est possible de faire ça
en famille. Oui, c'est-à-dire qu'on qu'avec, rentre à la maison, on se pose dans le salon, par exemple. Avec le petit dernier qui a eu sa journée un peu innovante, un peu fatigante, et on peut faire ça avec les enfants également. Donc c'est vraiment un temps très très agréable. Alors ne surtout pas écouter ça en voiture parce que ça fonctionne. Oui. Vraiment. Oui, on a envie de fermer les yeux, on a envie d'être bien. Et Sylvie Roucoulet, c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience importante sur le bien-être, le yoga, la relaxation. Et c'est pour ça que ça fonctionne parfaitement, évidemment. C'est pour ça que ça fonctionne. A réalisé cet ouvrage avec brio. Donc, pratiquer la relaxation en famille. Épanouissez-vous ensemble, donc de Sylvie Roucoulet. Celle qui est cool, évidemment, c'est Héloïse, chaque matin dans 9h50 le matin sur France 3, Centre Val de Loire. Ce matin, grâce à elle, on découvre la 5e biennale de Sologne, une grande biennale avec des œuvres monumentales contemporaines. Et d'ailleurs, Héloïse, vous avez rejoint le Jardin des Sculptures. Voilà Jérémy, on est de retour dans ce jardin de sculpture ici au château de Lamotte de Chaumont-sur-Tharonne. Et je vais rejoindre Pierre Yermia, c'est l'un des artistes qui expose ici. Merci beaucoup de nous accueillir juste à côté de votre œuvre, même s'il y en a plusieurs à vous. Vous êtes un habitué, vous, ici, de cette biennale? C'est la 3e biennale à laquelle je participe, oui. C'est un endroit merveilleux, l'accueil est très agréable, très chaleureux. C'est l'opportunité pour nous de montrer, les artistes, donc pour montrer des grandes œuvres dans un cadre naturel, de rencontrer le public, d'avoir des échanges et puis d'avoir aussi les échanges très enrichissants avec les artistes aussi. Qui sont aussi un petit peu sur place. Alors, cette œuvre-là, figure allongée monumentale, c'est ça? Oui. C'est une œuvre que vous avez mis du temps à créer finalement? Alors en fait oui, celle-ci en particulier parce que je l'ai commencée il y a bien longtemps et j'étais pas satisfait du résultat. Je l'ai reprise maintes fois au cours des ans et puis jusqu'à ce qu'elle soit aboutie et qu'elle atteigne son seuil de maturité. Après quoi j'ai décidé de la mouler et d'en faire l'édition bronze. Elle est très particulière. Je reprends donc le thème de la figure allongée, qui est un thème très classique. Mais comme on peut le voir, elle n'est pas au repos réellement, puisqu'elle ne repose pas sur le flanc, mais sur un point d'appui très fragile. Et surtout un point d'appui très original, en fait. Voilà, qui ne semble pas être un point d'appui au départ. Oui, a priori non, parce que c'est particulier. Elle a beaucoup, elle trouve néanmoins son aplomb, son harmonie, même s'il y a une partie de la forme, surtout vers l'extérieur, qui est en surplomb. Donc techniquement, en effet, j'avais beaucoup d'écueils techniques à résoudre parce qu'il y a des questions d'équilibre, de poids, que j'ai résolu petit à petit. Le bronze permet aussi cette facilité d'avoir des points d'appui très fragiles. Donc il y a quand même beaucoup de masse, même si ce qui moi me préoccupe, c'est donner ce sentiment de légèreté, cette dimension aérienne, d'enracinement et à la fois d'élévation. Donner de la légèreté alors qu'on est sur du bronze et qu'on se fait une idée, de se dire que c'est quelque chose de lourd et de très ancré dans la terre, quoi, finalement. C'est ça. D'accord. Vous procédez de quelle manière? Vous dessinez d'abord? Vous faites comment? Alors, je dessine énormément. Tous mes projets, je dessine quand je fais quantité de dessins. Souvent, après les dessins, quand j'ai l'idée ou l'émotion à laquelle je suis attaché se développe, j'entreprends des petits formats de 60 cm à peu près. Souvent, j'entreprends un format intermédiaire d'1 mètre, d'1 mètre 30. Et puis, c'est vrai que pour moi, l'aboutissement, c'est la figure monumentale, qui a une échelle légèrement plus grande que la taille humaine, soit 2 mètres, ou ici 3 mètres. Là, ça s'imposait parce qu'il y a une figure allongée. Et la sculpture monumentale, elle a ce privilège de pouvoir dialoguer pleinement avec l'espace, de rentrer en communication avec l'environnement. Ça, c'est très particulier, c'est quelque chose auquel je tiens. Et le fait qu'on soit justement en extérieur, on a une petite forêt, un bois à côté. C'est ce que vous aviez projeté un petit peu quand vous l'avez fait naître? Alors, je projetais tous les environnements possibles, même un environnement urbain, mais un espace suffisamment vaste et dégagé. Alors là, j'ai un cadre de choix parce que la nature est magnifique. Oui, c'est vrai. Le parc, je dirais, est fait pour ma sculpture. Je pense qu'il aurait pu être conçu pour. Donc là, peut-être que tous les artistes disent la même chose. Exactement, j'espère aussi. Voilà, donc c'est un parc en effet qui appelle la sculpture, ça c'est clair. D'accord. Pour un sculpteur justement, trouver des espaces qui
puisse recevoir des œuvres monumentales? C'est rare, c'est compliqué? Alors, c'est de plus en plus fréquent. Moi, je cherche toujours à montrer le plus souvent possible donc, les sculptures monumentales. Mais bon, vous comprenez bien qu'il y a tout un ensemble logistique, matériel, voilà, qui met en œuvre, qui ne rend pas toujours les choses faciles. Ouais. Le bronze, c'est quand même un matériau très lourd, il faut le déplacer. Il y a aussi beaucoup de questions financières aussi qui entrent en jeu pour la réalisation du bronze. Donc pour moi, c'est une opportunité rare, mais que j'apprécie énormément. Et opportunité que vous avez saisie aussi pour amener d'autres pièces. Alors, vous n'êtes pas le seul, il y a plein d'autres artistes qui amènent plusieurs de leurs œuvres. Dites-moi simplement, ici, on a encore un travail sur les points d'appui. Alors là, oui, toujours sur l'équilibre. Mais de toute façon, les équilibres précaires, c'est vraiment ma signature. C'est-à-dire toutes mes pièces, elles ont toujours ce rapport avec l'équilibre. Là, on voit, j'ai quelques pièces de taille moyenne, donc d'1m30, 1m50. C'est des figures debout. Vous voyez que les points d'équilibre sont relativement fragiles. Celle-ci, elle est légèrement inclinée. Je veux donner cette sensation justement de précarité et à la fois d'enracinement. Donc la pièce s'élève du ciel comme ça, dans un mouvement que je souhaiterais très gracieux, et puis susciter une émotion dans le regard du spectateur, voilà, qui est de l'ordre de l'indicible à mes yeux. Et toujours de donner un élan très vital, très organique. Moi, ce qui m'occupe beaucoup, c'est donner une dimension très apaisante, très humaniste dans la sculpture. Voilà. Je crois que c'est tout à fait réussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. On va continuer justement à arpenter tous les lieux de cette biennale de Sologne. Je vous dis à tout de suite, Jérémy. Merci Héloïse. On se retrouve dans quelques instants pour une dernière partie. J'imagine que les sculptures que l'on découvre depuis tout à l'heure pourraient être un beau terrain de jeu pour notre invité, Charlie, qui vient de nous rejoindre. Parce que vous êtes magicien. Alors vous savez faire disparaître des grandes choses, des petites choses. On verra ça dans quelques instants. Vous êtes champion de France de magie 2016, magicien professionnel depuis 2009. Et ce championnat de France est organisé par la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Comment vous avez été sélectionné pour participer à ces championnats? Championnat de France, au début j'avais un numéro de magie que j'ai exécuté dans certains concours. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe de France de magie avec certains coachs professionnels qui m'ont encadré et qui m'a permis d'améliorer mon numéro. D'accord. Et du coup, ils m'ont demandé de faire les championnats de France de magie. Et avec quel tour, justement, vous avez remporté ce championnat de France 2016 ? C'est un numéro, donc ce numéro s'intitule Le Maître du Temps. Il a une durée à peu près de 8 minutes 30. Oui. Donc c'est le numéro, il est dans l'époque 1900. Donc avec une ambiance belle époque où vous êtes costumé par exemple? Oui, je suis costumé, j'ai un chapeau melon, queue de pie, tout ça. Donc j'aime bien cette influence des années 1900, Robert Houdin, Méliès aussi. Robert Houdin, évidemment, qu'on a en tête, le fondateur ou le père de la magie moderne. Oui, voilà, la maison de la magie. Qu'on se plaît à l'appeler, évidemment. Oui. Depuis l'année dernière, qu'est-ce qui vous a apporté, en fait, ce prix? Ce prix m'a permis d'avoir énormément de contrats. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'agences. Et du fait, ça me permet... Et comment vous avez commencé la magie? Parce que c'est vrai que quand on est petit, Émilie, vous vous souvenez... Ça doit forcément être un rêve de gosse, ce métier-là. Voilà, la magie tout petit. Quand on voyait ça, on avait tous envie d'être magicien. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie? Moi, c'est tout petit. Voilà. Ma première boîte de magie, c'était Garcimore. La boîte de magie de Garcimore. Et aussi, il y avait aussi Gérard Majax. Vous, j'ai l'impression vraiment quand même que vous regardez dans le rétroviseur, dans la magie ancienne, vous n'êtes pas dans une magie futuriste. Non, pas du tout. J'aime bien cette magie ancienne parce que je trouve dans la magie ancienne, il y a un charme. Il y a une atmosphère un peu particulière. C'est pour ça que j'ai décidé. Pour vous, c'est une magie qui fait encore rêver plus que la magie peut-être futuriste? Les deux sont bien, mais moi j'ai décidé de choisir. Le moteur de votre numéro, les Maîtres du Temps, vous jouez sur quel effet? Qu'est-ce que il y a révélé du numéro? Il y a des effets avec des horloges. Il y a des horloges qui apparaissent, qui disparaissent. Je joue aussi avec la lumière. Donc, vous êtes seul en scène ou vous avez des assistantes? Je suis seul, mais j'ai mon assistante aussi qui m'aide beaucoup. Bon, là vous êtes seul et vous allez nous montrer un tour de magie assez simple. Qu'est-ce que vous avez apporté? Comme tout magicien, j'ai toujours
Un jeu de cartes, ça c'est oui, traditionnel. Oui. Que sera un magicien sans truqué. Vous allez nous donner votre avis dans quelques instants, Émilie. Donc ici, on peut regarder que toutes les cartes sont différentes. Hein. Donc différentes. Voilà, vous pouvez les toucher. Hein. Pourquoi ça va vous agacer, Émilie? Je vérifie une par une. Oui. Il ne me reste plus beaucoup de temps dans le voilà. Donc je vais vous demander, ma chère Émilie, de choisir une carte. Allez-y, choisissez une carte, n'importe laquelle. Voilà. C'est bon. Vous pouvez la montrer à la caméra, je me retourne. Allez-y, ne regarde pas, je vous dis quand vous pouvez revenir vers nous, Charlie. On va regarder cette carte, on vient de la voir, c'est bon. Cachez-la, Émilie. Vous pouvez la remettre à l'intérieur du paquet. Ah là, ça m'arrange pas. C'est ce qu'on dit oui, toujours. Tenez, je vous laisse aussi mélanger le jeu de cartes. Je ne fais rien. Dépêchez-vous, Émilie. Hein. Oui. Pour voir... Ah oui, vous avez la quand technique, même, vous, en plus. Hein. Vous avez déjà fait de la magie. Je sentais bien votre sensibilité à cet univers. Ça paraît, je disparais. Cette fois-ci, je vais la retrouver. Je vais vous dire que j'ai une mémoire photovoltaïque. C'est-à-dire que je vais regarder le paquet en une fraction de seconde. Pas panneau photovoltaïque, ça n'a rien à voir. Hein. oui, non, pas du tout. Donc, je vais regarder en une fraction de seconde le paquet. Je vais vous dire quelle carte vous avez choisie. Attention. Quel silence. As de carreau. Mais en fait, je me souviens plus, j'ai pas regardé. C'était bien ça. Bravo Charlie, merci beaucoup. Je disais que vous étiez champion de France de magie 2016 et vous allez remettre vos titres en jeu prochainement. Hein. Oui, voilà, donc les championnats de France auront lieu à Saint-Malo. Donc ça sera du 29 septembre au dimanche 1er octobre. Voilà, il vous reste encore quelques semaines et c'est pour ça qu'on pour savourer. Partager avec vous cette année que vous venez de vivre grâce à ce titre de champion de France de magie 2016. Merci d'avoir été avec nous. On va rester évidemment en plateau dans quelques instants avec vous, mais avant cela, on va rejoindre Héloïse qui, ce matin, donc je le rappelle, est à Chaumont-sur-Tharonne dans le Loir-et-Cher. Avec vous, on prend plaisir vraiment à découvrir l'art contemporain sous un autre jour. Hein. C'est vraiment l'objectif de la Biennale de Sologne. Oui, et vous avez jusqu'au 17 septembre pour en profiter. Vous n'avez aucune excuse parce que c'est quand même pas très loin d'Orléans, hein, Jérémy, donc il faudra venir jusqu'ici. Surtout que vous allez pouvoir voir le travail de tous ces artistes évoluer et prendre forme vraiment. Donc vous pouvez venir une fois, deux fois et ce sera jamais pareil. Vous pouvez aussi aller au jardin de sculpture et puis sachez qu'il y a disséminé un petit peu partout dans 13 villages tout autour de Chaumont-sur-Tharonne des œuvres d'art à découvrir. On l'a dit, c'est vraiment un événement tout public. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Et puis il y a plein de petites galeries qui ont ouvert, des galeries temporaires dans le village ici à Chaumont-sur-Tharonne. Et puis Jérémy, je vous ramène un petit souvenir au cas où si vous n'avez pas le temps de venir jusqu'ici. Mais je viendrai avec grand plaisir puisque vous évoquez Orléans. Effectivement, le studio de France 3 Centre-Val de Loire est à Orléans. Donc nous ne sommes pas très loin. Avec grand plaisir, Héloïse, en tout cas, on vous retrouvera dès demain puisque maintenant 9h50 le matin est présent du lundi au vendredi. Plus de trêve le mercredi. On sera là avec vous en direct dès 9h50. Soyez au rendez-vous. Émilie, on va vous retrouver jeudi. Et puis vendredi, si vous êtes nostalgique, eh bien, vous verrez les meilleurs moments de cette émission. D'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook France 3 Centre-Val de Loire, sur la chaîne YouTube et puis également sur le site internet tout simplement de la chaîne pour voir et revoir les meilleurs moments de cette émission et puis aussi le journal d'information régional. Ce sera donc tout à l'heure à partir de midi. Excellente journée sur France 3 Centre-Val de Loire. Merci Charlie d'avoir été avec nous, et Émilie aussi d'avoir été avec nous pour cette première émission. Voilà, excellente journée et à demain matin.